Salut Francis Weber, heureux de vous avoir. Alors le dîner de cons, d'après votre fameuse pièce, donc, qui sort demain, avec Jacques Villeray, Thierry Lhermitte, Daniel Prévost, Francis Huster. Alors le producteur, Catherine Fro et Alexandra Van der Noot. Absolument. Ouais. Le producteur, c'est Alain Poiret. Ça, on savait qu'il aimait beaucoup d'abord tout votre travail. Vous avez beaucoup aidé dans les années 70. Ensuite, il avait acheté les droits cinématographiques à la lecture de la pièce. Mais la musique, Vladimir Cosma. Alors comment, moi je ne connais pas, j'ai rien contre Monsieur Cosma, mais comment en 1998 peut-on encore demander des musiques de films à Vladimir Cosma? Quand on a l'habitude, je ne sais pas si je peux expliquer ça par un goût musical, dans la mesure où il sait que moi, j'ai pas beaucoup de goût en matière de musique. C'est-à-dire que je suis dialoguiste, et quand on met de la musique sur mon dialogue, j'ai l'impression que c'est un corps étranger. Donc, mais c'est vrai qu'il m'a fait la musique du Grand Blond avec une chaussure noire. C'est vrai qu'il a fait la musique de La Chèvre. Il a fait la musique de tous mes films. Alors, vous êtes content, quoi. Donc, oui, vous le gardez. Ça, bien sûr. Mais c'est un monsieur qui a quel âge maintenant? Parce que moi, je vois son nom depuis que je suis tout petit. 108 ans. 108 ans. Non, il doit avoir Vladimir à la cinquantaine, je crois. Ah bon, à peine? Oui. Parce qu'il a commencé jeune, alors. On le confond avec Joseph Cosma, l'auteur des Feuilles mortes. En fait, Joseph Cosma est mort depuis 30 ans, lui. Enfin, ça doit être ça, parce que sinon, c'est pas possible. C'est des Cosma de père en fils. Alors, le film... moi, je l'ai vu, donc je peux dire ce que j'en pense. Je me suis marré. Je trouve d'abord qu'au début... J'avais pas vu la pièce, pour vous dire franchement. Au début, quand j'ai vu arriver ce snob de l'ermite, je me suis dit, oulala, ils vont se moquer des imbéciles, ils vont se moquer des pauvres et tout, ça va être terrible. Donc j'étais assez énervé. Quand j'ai vu qu'on voyait pas le dîner pendant tout le film, j'étais vachement content, bien entendu. Et je trouve la fin extrêmement émouvante. Bon, on rit beaucoup. Et la fin, c'est très bien. Ça formidable. Enfin... Je vous avais dû avoir déjà pas mal de compliments sur le sujet, mais enfin... Mais devenu de vous, ça me fait plaisir. Ça fait un de plus. Non, j'ai trouvé, si vous voulez, qu'à la fin, moi, j'avais une petite larme à l'œil quand il y a la dernière scène entre Pignon, donc... Alors, on va regarder un extrait, puis on continue la discussion. Magnéto. Il n'y a pas de prénom. Je viens de vous le dire, juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec. Ah bon? Elle est bretonne? Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi. Et vous n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre Christine Le Guirec. Ça sonne, je vous mets sur haut-parleur. C'est à vous. Je prends l'accent belge? Non. Allô? Allô? Oui, c'est vraiment drôle. Alors, dis donc, ce film, il a coûté 82 millions de francs. Alors, ils sont où, les 82 millions de francs? Parce que, bon, vous en prenez une partie, j'imagine. La plus grosse partie, c'est moi qui... J'espère pour vous. Non, mais la Tour Eiffel, derrière, c'est pas la vraie Tour Eiffel? Non, mais c'est plus cher. Ah oui, bien sûr, c'est une vraie tour. Vous avez fait construire une... Ah oui, d'accord. 4 tonnes et demie, c'est Tissandier, le décorateur, Hugues Tissandier, qui a voulu, et il a eu raison, donner à l'appartement quelque chose de, entre guillemets, gigantesque pour enlever la claustro du théâtre, vous voyez. Et donc, j'ai effectivement le luxe d'avoir une tour Eiffel merveilleuse. C'est fantastique, parce que moi, on a l'impression de ces appartements du Champ de Mars, là, avec la tour Eiffel qu'on pourrait toucher du balcon. Mais 82 millions, non, sérieusement? Le temps. Le temps, d'accord. Le temps, c'est très cher au cinéma, le temps. Et comme je voulais donner un rythme au film pour le déthéâtraliser, on a beaucoup travaillé au niveau des prises. Il m'est arrivé de faire quelquefois 30 prises avec les acteurs. On en parlera après, de toute façon, vous êtes un maniaque, vous. C'est pour ça que ça marche. Alors, la pièce faisait 2h20, vous avez fait un film d'1h20, donc c'est bien ce que vous disiez. Mais c'est un vrai film, quoi. Je veux dire, il y a pas de... C'est pas du théâtre filmé, d'ailleurs, il y a des gros plans qui rendent ça beaucoup plus spectaculaire. Vous avez rajouté des choses comme l'accident. Oui, et puis c'est la première fois que je filme en scope, ce qui est bizarre, parce que avant j'ai filmé par exemple le Jaguar, où il y a des paysages amazoniens merveilleux, mais j'étais en 1,85. Et là justement, parce que le scope c'est le format idéal du cinéma, j'ai fait du scope pour la première fois dans probablement mon film le plus intimiste. Oui, c'est vrai. Et de voir le visage de Villeray sur un écran de 22 mètres, je me suis découvert que c'était des paysages extraordinaires, les visages. Un gros plan en scope d'un acteur, c'est aussi intéressant, sinon plus, que les chutes du Niagara. On admire leur talent de très près. Ah oui, c'est très... Alors, c'est pas facile d'adapter, parce que vous aviez fait l'adaptation, vous avez fait beaucoup d'adaptations, parce que si on commence à parler de tout ce que vous avez fait, on est là à minuit, mais vous aviez fait l'adaptation de La Cage aux folles pour le cinéma, et vous disiez vous-même d'ailleurs que le film était moins drôle que la pièce. Oui. C'est difficile, non? C'est-à-dire que dans le cas de La Cage aux folles, c'était difficile déjà parce qu'ils ont changé l'acteur. Ils ont pris Tognazzi, qui était italien et qui a joué en italien, en face de Serrault en français. Il avait signé le contrat pour le jouer en français, Tognazzi. Et quand il a vu que Serrault était tellement bon, il a dit « je joue en italien ». Moi. Il a eu la trouille. Ce qui fait que ça a dérythmé le film. Et puis en plus, la pièce était une pièce d'acteur, La Cage aux folles. Ce qui fait qu'ils faisaient des traditions tous les soirs.
Et la pièce pouvait avoir une demi-heure de plus certains soirs, vous voyez. Donc le film qui était obligé de canaliser, de contraindre tout ça, était à mon avis moins drôle que la pièce. Et puis il y a une telle complicité entre Poiret et Serrault, en plus. Mais en revanche, si vous voulez, j'ai fait l'adaptation de ma propre pièce, L'Emmerdeur. Le Contrat, vous avez fait une pièce appelée Le Contrat et c'est devenu L'Emmerdeur. Et là, je trouve que le film est meilleur que la pièce. Et de la même manière, Le Dîner de cons, c'est mon adaptation sur ma propre pièce et ma propre musique, parce que c'est moi qui ai mis en scène, alors c'est Mondi qui l'a mise en scène au théâtre, vous voyez. Donc j'ai retrouvé la distance cinéma, parce que je suis beaucoup plus un scénariste qu'un auteur dramatique. Mais de toute façon, vous dites aussi que les pièces peuvent faire de très bons films. Il y a une pièce où on a en commun d'aimer beaucoup Spéciale Dernière de Ben Hecht, qui s'appelle The Front Page par Billy Wilder, et qui est une pièce au départ, et qui est devenu un film formidable avec Jack Lemmon et Walter Matthau. C'est génial comme construction. Alors, vous faites une tournée en ce moment, effectivement, un peu promotionnelle en province, et il paraît qu'il y a un type qui a demandé est-ce que vous avez pensé à tirer une pièce de votre film? C'est vrai, c'était alors là... L'éclat de rire dans la salle, et l'ermite, il lui a dit « Qu'est-ce que vous faites pour dîner, monsieur ?» Alors, il paraît que Spielberg a demandé une cassette, donc il va peut-être faire un remake de ça, non? Ça s'est pas passé comme ça. Spielberg a vu le film dans son ranch à Pacific Palisades, là, près de Los Angeles, et il veut faire le remake. C'est-à-dire qu'ils sont en tractation maintenant avec Gaumont. Vont-ils réussir à s'arranger ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, Spielberg veut faire le film. Comme quoi, quand vous envoyez la pièce à New York, personne n'en veut, et quand vous faites le film, Spielberg est intéressé. Alors le casting, vous êtes un spécialiste en tandem, vous, hein, vos films, c'est toujours un tandem. Alors il y avait Depardieu, évidemment, avec Pierre Richard pour la trilogie La Chèvre, Fugitif et Compère, Brel et Ventura dans L'Emmerdeur. Vous êtes un spécialiste en film d'hommes, où au départ, ils sont pas amis, après ils deviennent amis. Hein. C'est quand même votre truc, ça. Oui, en tout cas, c'est ce que j'aime. Hein. Et puis, c'est drôle parce que les références que j'ai dans le cinéma sont... Enfin, les films que j'aime sont les buddy stories, les histoires d'amitié. Je pensais à La Traversée de Paris avec Gabin et Bourvil. Je pensais à Midnight Cowboy. Je pensais à L'Arnaque, Butch Cassidy, si vous voulez. Oui, c'est vrai, oui. Oui, il y a comme ça, il y a tout un genre du film où il y a deux... Et d'ailleurs, dans la comédie Le Corneau et La Grande Vadrouille, c'est de Funès-Bourville, c'est aussi... Tout à fait. Alors pourquoi vous n'avez pas pris Brasseur? Il est trop vieux? Écoutez, c'est cruellement dit ce que vous venez de dire, mais en fait, il faut que l'acteur... Le cinéma est plus réaliste que le théâtre. Alors, on peut imaginer, effectivement, Sarah Bernard jouant l'Aiglon à 60 ans. Mais là, un homme de la génération de Brasseur qui était épatant au théâtre, hein, qui joue au Dîner de cons à la soixantaine... Vous y croyez pas? Ah, pas beaucoup, non. Alors, il y a Depardieu qui était pressenti, il était d'accord, puis à un moment, ça s'est pas fait. Non, parce qu'il était vraiment fatigué. Il avait fait énormément de cinéma, il n'en pouvait plus, donc il m'a dit... Mais l'ermite le fait très très bien. Alors, votre carrière, vous avez commencé par faire des études de médecine, ensuite RTL, vous avez écrit des nouvelles, vous avez écrit évidemment beaucoup d'adaptations et de dialogues pour le cinéma, on ne peut pas tous les citer. Le Magnifique, une histoire formidable. C'est une idée de vous, le Magnifique? Oui, bien sûr. C'est une idée magnifique, c'est ce qu'elle veut dire. Mais vous pensez que Brocal a un peu massacré à la Réal, non? Bah oui, parce que j'ai retiré mon nom. Ah oui, vous n'avez pas mis votre nom au générique. Non, j'ai pas signé le générique. Peut-être que j'étais un peu violent à l'époque, parce que le film tient à peu près le coup, si vous voulez. Mais De Broca qui a un style de cinéma bouffonnant, c'est-à-dire que les acteurs jouent comique. C'était pas du tout ma musique. Quoi. Vous, ce que vous dites aux acteurs toujours, c'est à moi d'être comique, toi tu joues ton truc, et puis c'est moi qui m'occupe que ça soit comique. C'est-à-dire ce que vous dites au sujet des films des frères Zucker, là, de Leslie Nielsen, qui n'est pas quelqu'un de très comique. Non, il joue sérieux, il joue sincère. Il joue sincère, c'est ça votre truc. Alors le Jaguar, ça a bien marché, ça fait 2,5 millions d'entrées, mais enfin pour un film qui a coûté 115 millions, c'est pas non plus le pactole. Comment ça se fait, là? D'un seul coup, on a dit Weber nous fait de la métaphysique et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'attendait pas ça de vous? J'étais un peu niais, effectivement. Parce que moi, le sujet m'avait touché, mais je me suis pas rendu compte que c'était un peu enfantin, si vous voulez, comme sujet. Je me suis pas rendu compte que un sujet naïf peut passer pour un sujet bête. J'aime beaucoup le Jaguar, hein, mais on m'a reproché de faire de la métaphysique d'Almanach un peu. Je peux pas lutter contre le jugement, là. Je pense qu'il y a éventuellement ce problème. Et puis il y en avait... Peut-être que le tandem fonctionnait pas aussi bien que d'habitude entre Reynaud et Bruel aussi. C'est très difficile de juger un de ses enfants. C'est pour ça que, vous voyez, moi j'adorais le Jaguar, parce qu'en plus, le tourné, ça a été formidable. Oui, vous êtes bien marré, Oui, et puis c'était beau. Je veux dire, les paysages, tout ça, c'est... Venezuela, tout ça, Alors, aux USA, vous avez fait 2 films, donc le remake de Fugitif avec Nick Nolte, qui a fait effectivement 45 millions de dollars, c'est quand même pas mal. Et Welcome to Busso, alors là, vous n'avez pas fait le scénario, et c'est une catastrophe, là. En fait, pourquoi vous êtes parti aux États-Unis? Parce que la critique était méchante avec vous en France, non? Non, je suis parti parce que j'avais fait 3 films à plus d'1 million d'entrées sur Paris, et j'avais l'impression d'avoir
à découvrir autre chose. Et c'est là qu'on m'a proposé, Disney m'a proposé des consultants sur scénario chez eux. Ok, c'est très flatteur. Vous rencontrez Katzenberg, Michael Eisner et tout, ils vous disent de venir là-bas. C'était très flatteur, effectivement. Ouais. Vous avez fait 2 films en 7 ans, on ne peut pas dire qu'il vous a fait beaucoup travailler, vos amis américains. Et vous dites on ne devient pas américain à 50 ans, quoi. Non, c'est vrai. Vous avez 50 ans à l'époque. C'est vrai. C'est une expérience un peu douloureuse pour vous, non? Non, parce que j'y suis toujours et que je vais faire un film là-bas. Mais c'est vrai que c'est 2 fois plus de travail. C'est-à-dire qu'ici, je suis chez moi et c'est plus facile. Mais là-bas, on dit un émigré est un homme qui a tout perdu sauf son accent. Là-bas, il faut effectivement que je m'habitue et que je m'adapte. Il y a les exécutifs là-bas, c'est terrible. Mon Dieu. Vous dites comme un torero qui s'est fait encorner un peu quand même. Hein. Alors vous dites encorner, bon, c'est plus poli. Puis il y a des trucs qui passent pas. Par exemple, les sentiments, vous dites, là, je sais plus dans lequel de vos films, la petite fille tombe amoureux du personnage au départ. Le fugitif. Enfin, ils comprennent pas pourquoi la petite fille tombe amoureuse. Tout doit être rationnel. Il n'y a pas d'anti-héros, alors que nous, ça fait notre joie. Eux, il doit toujours y avoir une rédemption à la fin. Enfin, c'est des trucs, on n'a pas la même psychologie. C'est ça, oui, c'est vrai. Vous dites que pour réussir à Hollywood, les seuls qui ont réussi, c'est ceux qui avaient fui le nazisme. Il y a ça. Parce qu'ils avaient brûlé leur vaisseau. C'est-à-dire, vous saviez qu'en France, on vous attendait. Donc, c'est vrai. Ma malchance, c'est de ne pas avoir Hitler ici, mais ça va venir. Oui, c'est en train d'arriver. Vous êtes obligé de vivre aux États-Unis, vous allez réussir pour de bon cette fois. Je file tout de suite. Ouais. Alors, on disait que sur le plateau, vous êtes une sorte de réincarnation de Clouseau. Vous êtes un tyran intégral. Avec moins de talent, quand même. Oh, arrêtez. Vous faites faire du jogging. Alors, j'ai lu ça, vous faisiez faire du jogging à Depardieu et à Pierre Richard. Vous en faisiez avec eux, remarquez, mais pour leur faire perdre des kilos. Mais c'est terrible, ça. Surtout à Depardieu, parce qu'il y a une époque où il avait tendance à avoir plus de kilos qu'il n'en fallait. En particulier, Sous le soleil de Satan, où il jouait l'abbé machin avec l'ascétisme du personnage et 130 kilos. Ça prouve l'acteur qu'il est pour faire passer ça. Alors, effectivement, comme on disait tout à l'heure, donc c'est vous le boss sur un plateau, et vous reprenez cette phrase de Billy Wilder. J'ai mis 7 ans à écrire cette phrase, et il y a peu de chances que tu trouves mieux en 3 secondes. C'est une bonne phrase, ça. C'est un truc que je vais ressortir quand je vais parler au patron de chaîne de télé. Alors, les meilleures comédies, vous dites, sont basées sur des sujets dramatiques, c'est-à-dire toujours un regard décalé sur quelque chose de dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui se prend les pieds dans le tapis, c'est peut être drôle, mais si son fils est suspendu au balcon, c'est beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort, oui. Et s'il est président des États-Unis, c'est encore plus fort. Ouais, il faut que ça soit décalé, comme vous le dites. Et puis des concepts artificiels aussi. Vous n'avez pas peur, par exemple, vous dites, certains l'aiment chaud, c'est 2 types qui s'habillent en filles pour jouer dans un orchestre. Et le jouet, c'est effectivement au début un truc complètement... Vous partez toujours d'un concept, d'un postulat qui n'a pas peur d'être artificiel. Non, c'est pas grave si vous le rendez petit à petit réel. Le gros travail, c'est ça en fait. C'est de donner du réalisme à un truc qui au départ peut être un peu absurde, quoi. Vous êtes fort, hein. C'est un vrai... Non, si, vous êtes... c'est un boulot, quoi. Mais alors, vous travaillez beaucoup, énormément, hein. Vous écrivez en tout petit comme ça, vos scénars et tout. Vous dites, j'ai jamais été très doué pour la vie, et si j'avais plus aimé la vie, j'aurais moins écrit. C'est sûr. Pourtant, vous aimez le luxe. Il paraît que quand vous arrivez dans un hôtel, vous voulez la meilleure suite, que... Ça n'a rien à voir. Vous pouvez très bien être très heureux dans une chambre de bonne et très malheureux dans une très belle suite. Je dis pas que je suis très malheureux, mais quand je dis que je suis pas doué pour la vie, ça veut pas dire que je n'aime pas la vie, mais ça veut dire que je suis plus à mon aise quand je suis réfugié dans ce que j'écris que quand je dois me cogner au monde. Et c'est pour ça que j'ai fait en 30 ans 25 films et 4 pièces. C'est que j'ai pas arrêté. J'étais en face d'un mur, j'écris en face d'un mur. Et je repartais avec Campana, il faut se mettre en face d'un mur blanc pour... c'est ça. Campana et Perrin, les noms de tous vos héros. Pignon, Et Pignon aussi, il y a toujours un Pignon. Vous préparez quoi, alors? Je fais une comédie, j'écris une comédie en Amérique en ce moment, pour la tourner en Amérique, en principe. Ah bon? Oui. Ah, vous n'êtes pas dégoûté? Non, je ne lâche pas. Non. Mais vous êtes toute une génération, Daniel Philippaki était un peu comme vous, c'est-à-dire de gens pour qui l'Amérique représente beaucoup de choses et qui finalement voulaient réussir aux États-Unis. Je crois que la génération d'après, finalement, moi j'ai 10 ans de moins que vous, quoi. Pour nous, c'était moins important d'aller réussir aux États-Unis. Vous faites vraiment partie d'une génération qui veut marquer là-bas, non? C'est vrai, non, simplement, on a eu cette génération, peut-être, moi sûrement, l'impression que on arrive au championnat d'Europe, le championnat du monde se passe là-bas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce qu'on peut très bien faire un championnat du monde dans son propre pays. Il y en a qui l'ont fait. Mais moi, j'ai eu cette espèce de fantasme, et je continue à l'avoir, en fait. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Francis Merci Weber. Michel Déon, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous voir. Donc, vous publiez, donc je le montre à la caméra, comme on fait à la télé, hein, Madame Rose, chez Albin Michel. Alors, vous êtes un auteur célèbre, académicien, bien sûr, auteur célèbre. Vous faites partie des 4 hussards, avec Blondin, Nimier, Laurent. Enfin, je pense que dans cette liste, on oublie Michel Mort, Fregnault, Kléber et Dins. Kléber et Dins qui en était aussi. Oui, bien sûr. Enfin bon, c'était comme ça dans la petite opuscule de Bernard Franck qui s'appelait Hussards et Grognards. Alors vous dites toujours que c'est bien les hussards, enfin c'est pas bien obligatoirement pour vous, mais ça permet de faire un seul chapitre sur 4 écrivains dans
dans les histoires de la littérature. Oui, vous savez, quand on vous colle une étiquette, c'est très difficile de la décoller après. Et les critiques n'ont pas beaucoup de temps, alors ils ont des tiroirs dans lesquels ils vous mettent dans un tiroir, et puis hop, ça y est, c'est pour la vie. Mais j'ai appris un autre truc. Il y a Nimier qui avait inventé une autre classification, c'était l'école blondiniste. Alors ça, je ne savais pas du tout. Vous faites partie de l'école blondiniste. Oui, alors un petit peu tout le monde, si on s'amuse avec les mots. Voilà, le bon plaisir en littérature, il disait. Le plaisir. Oui. Voilà, c'est le plaisir. Alors, après la montée du soir, ce que je disais tout à l'heure, quand vous étiez en train de vous faire maquiller, c'est-à-dire, bon, c'était un peu votre testament, on avait l'impression que c'était un peu votre testament, et vous dites d'ailleurs, à l'époque, j'avais peur de la mort. Oui, mais vous savez, on a toujours cette peur-là à partir d'un certain âge. Et j'ai voulu faire mon testament alors que j'étais en très bonne santé, parce que je n'étais pas sûr, le jour où je serais en mauvaise santé, de pouvoir le faire convenablement. Et vous dites, depuis, je m'amuse. Vous êtes un peu comme quelqu'un qui aurait été opéré du cœur et qui après vivrait une espèce comme ça de vie supplémentaire. Oui, c'est une piqûre de jouvence. Vous dites aussi, la folle du logis est inguérissable. Apparemment, quand on lit Madame Rose, c'est tout à fait vrai. Alors, ce livre est publié chez Albin et Michel. Alors, quand vous avez fait un truc que tout le monde rêverait de faire, enfin toute personne qui souhaite écrire rêverait de faire, vous êtes parti un jour en Grèce, puis en Irlande, et à l'époque, vous n'étiez pas sûr de vivre de votre littérature, et c'est vrai que jusqu'au Poney Sauvage, ça a été un peu compliqué. Vous avez été soutenu par Gallimard, qui vous donnait le temps. Même, je me souviens qu'il vous prêtait une chambre rue Sébastien Bottin, vous m'aviez dit, dans une interview précédente dans Bain de minuit. Et là, vous passez chez Albin Michel. Alors, c'est quand même pas très sympa, ça, quand même. Mais je ne passe pas. J'ai donné un roman chez Albin Michel, et je verrai ensuite. J'ai voulu faire, vous savez, de ces petites infidélités qui revigorent un peu l'amour de votre épouse. C'est un petit écart amoureux, alors. D'accord. Alors, Madame Rose, bon, je vais pas raconter le livre, mais enfin, en gros, moi, je pars du personnage qui s'appelle Gaston, qui est fils de ministre, qui prend une année sabbatique pour se chercher avant d'entrer dans le système, et qui va tous les après-midi à 5h prendre le thé rue Guynemer dans l'appartement art déco de Madame Rose face au Luxembourg, et elle lui fait son éducation, c'est ça en gros, quoi. Oui, c'est ça. Vous savez, à un moment, on lui demande sa profession, et il dit « je suis un consommateur de superflu ». Tout à fait. Alors, il y a 3 personnages chez Madame Rose. Il y a Saïd, qui est son serviteur, Peter, qui est son chauffeur, Lucie. Elle, c'est une demi-mondaine. Alors ça, ces personnages aujourd'hui, c'est vrai, alors je sais pas, peut-être ça existe encore, mais en tous les cas, on ne s'appelle plus comme ça. Elle est née, c'est une fille du peuple, elle est née dans le peuple. Elle a eu 3 maris, donc elle s'est bien débrouillée, parce qu'elle s'est débrouillée de rester riche. Et pas mal d'amants. Elle aime bien la bagatelle. Alors comment on pourrait aujourd'hui, comment on pourrait expliquer ce type de personnage? C'est une espèce qui a complètement disparu. Les demi-mondaines ont été ruinées par les mondaines, les femmes du monde, qui ont pris leur place, leur rôle, et qui jouent exactement comme elle. Alors elle, évidemment, elle représente une profession qui a vraiment pratiquement disparu. Et en même temps, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de classe, qui a beaucoup d'intelligence, qui a beaucoup lu, qui a pris à tous les hommes avec lesquels elle a vécu ou auxquels elle a été mariée, elle a pris quelque chose. C'est pas l'idiote qui s'est fait offrir des perlouses et des bagues. C'est quelqu'un qui a appris... Elle s'est enrichie pas seulement sur le plan matériel. Elle a appris à lire ce qu'était le théâtre, elle s'est polissée. Elle est devenue quelqu'un de très important avec une intelligence très rare, d'ailleurs, et un grand don de répartie. Alors, elle a marqué son époque, de 1910 à 1940. Vous dites, elle a tout vu, tout entendu, tout provoqué. Est-ce qu'on peut la comparer à Kiki de Montparnasse, dont on voit le portrait par Kissling sur la couverture? Non, je ne dirais pas non. Le portrait lui va assez bien, parce qu'on peut imaginer qu'elle était comme ça quand elle était jeune. Mais Kiki était tout. Moi, je l'ai aperçue déjà très vieille dame, enfin, surtout. Vous avez connu Kiki de Montparnasse? Enfin, je l'ai aperçue, mais elle était vraiment très ruinée par l'alcool, les cigarettes, le tabac. Et elle s'envoyait en l'air si facilement qu'à la fin, c'était devenu une ruine. Mais c'est pas ça, non. Il y a une différence de classe. Enfin, Kiki était un modèle, elle posait pour les peintres, elle était la femme de Kissling, de tout le monde, en fait. Oui, alors que Madame Rose est quand même plus une égérie qu'une muse et une égérie. Non, elle a choisi ses maris. Enfin. Oui. Alors elle raconte, elle fabule, elle confond les dates, c'est très amusant d'ailleurs. Et vous, ce qui est quand même, quand on lit ce bouquin, vous étiez parti, donc, je l'ai dit, en Grèce puis en Irlande, vous avez toujours beaucoup voyagé, au Portugal, etc. Et puis vous avez un peu laissé tomber Paris, après avoir été un homme de la nuit, après avoir être beaucoup sorti, avoir pas mal bu. Et là, vous revenez sur Paris. Alors comment ça se fait, vous...
Ben, c'est quand on n'y vit pas, on l'évoque beaucoup plus facilement que quand on y vit. Vous savez, il faut prendre toujours une certaine distance. On raconte très bien une histoire d'amour quand elle est terminée. Oui. On ne la raconte pas pendant qu'elle... Il faut dire que c'est une époque extraordinaire de libération des mœurs, d'explosion des arts. C'est cette après-guerre, ce premier après-guerre, non? Ah oui, là c'était le sommet de la vague, mais je crois que nous sommes au creux maintenant. Morand a dit de cette époque, je ne sais pas où il a dit ça, mais c'est l'époque où les hommes sont devenus militaires et les femmes sont devenues folles. Oui, c'est bien. C'est bien. Oui, c'est bien. Alors Gaston apprend, il y a une phrase que j'ai retenue, c'est là, il apprend que la frivolité est un art, l'amour une partie de cache-cache, et que la dissimulation est un jeu dans lequel les femmes sont souvent gagnantes. Alors après, il passe à la pratique, on ne va pas raconter tout le bouquin, il y a Lucie, il y a Odile, il y a Céline, et la fin est rocambolesque, hein, parce que vous êtes bien marré sur la fin. Là. Oui. C'est du vrai roman, hein, avec des révélations, des coups de théâtre, etc. Alors le style est très marrant, parce qu'elle emploie des mots, évidemment, elle ne dit pas lunettes, elle dit bésicle. Elle dit son mécanicien pour son chauffeur, son praticien pour son médecin. Elle appelle ça le petit praticien alors que c'est un grand professeur, mais enfin c'est le mot qu'elle a entendu dans sa jeunesse. Alors Michel Déon, page 159, vous dites, il y a un auteur dont je ne me souviens pas le nom, qui au questionnaire de Proust, lorsqu'on lui demandait quelle était sa qualité préférée chez la femme, répondait de jolies jambes. C'est vous, hein, je tiens à vous dire cet auteur. Parce que j'ai retrouvé l'article en 1970 où vous répondiez ça à un questionnaire de Proust. Mais c'est assez élégant de dire un auteur dont je ne me souviens pas le nom. Alors, il y avait dans ce même papier, dans ce même questionnaire de Proust, à l'époque, donc il y a très longtemps, c'est en 70, on vous demandait quelle était votre devise et vous disiez « les carottes sont cuites ». Apparemment, vous n'avez pas changé d'avis sur... Non, je trouve même qu'elles sont de la purée maintenant. Ah oui, elles sont carbonisées, les carottes. Vous comparez volontiers l'Occident au Titanic ? Oui, c'est une image, il s'enfonce, quoi, tout simplement. Ouais. Oui. Vous avez un regret un peu vous avez un sentiment de nevermore par rapport à toute cette époque d'avant-guerre, en fait. Oui, mais je ne voudrais pas paraître un nostalgique de l'avant-guerre. Je trouve qu'il y a des choses très intéressantes aujourd'hui. Elles sont encore informulées, elles se bousculent. Il y en a trop, et trop à la fois et pas assez. Et je ne crois pas que notre époque marquera bien, d'abord parce qu'elle est affectée de censure, d'interdits. C'est une époque où le politiquement et le littéralement correct bride l'imagination de beaucoup de gens et en fait taire beaucoup. Et j'attends qu'une explosion. Quelque chose doit se passer, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on pourrait pas dire un peu, je ne sais pas qui a dit au moment de la Restauration, en parlant de l'Ancien Régime, ceux qui n'ont pas connu l'Ancien Régime ne peuvent pas savoir ce qu'était la douceur de vivre. C'est Stendhal qui a dit ça, non? Je ne pense pas que ce soit Stendhal, Hugo ou Chateaubriand. Je me suis posé la question, j'en sais rien. Oui, je pense que ce serait plutôt Chateaubriand. Plutôt Chateaubriand. Oui, alors vous partez en guerre, n'exagérons rien, mais enfin vous vous élevez contre ce qu'on appelle le nouvel ordre moral. Ça vous dit, dès qu'on sort du lieu commun, on passe à la trappe, quoi. Ah oui, c'est très net. Mais enfin, il y a beaucoup de gens qui sortent du lieu commun. Je crois que vous en êtes un des adeptes, oui. C'est gentil, ça m'a coûté cher, remarquez. Oui, je ne suis pas passé à la trappe, mais je ne suis pas passé loin. Vous dites, dans une interview récente au Figaro littéraire, vous disiez que l'antiracisme est devenu une nouvelle forme de racisme. Est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase? Bien, écoutez, j'étais à Paris quand j'ai vu défiler sur le boulevard du Montparnasse des gens avec des pancartes non au FLN, non au racisme, tout ça. Et j'ai regardé leur tête, non à la haine, c'était ça, la première pancarte. Et j'ai regardé la tête de celui qui portait la pancarte. C'était la tête la plus haineuse que j'ai jamais vue de ma vie. Oui, vous dites on ne peut même pas remettre en cause l'histoire officielle, sinon ça se termine devant les tribunaux. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez dire que vous êtes contre la loi Guesso, par exemple? La loi Guesso, j'en connais pas exactement les limites. Je crois qu'elle n'a jamais été véritablement appliquée, sauf dans quelques tribunaux. Non, je crois que... Oui, c'est bien d'arrêter ça, mais alors je voudrais que ce soit la même chose quand on attaque les catholiques, par exemple. Mais ça commence, hein, vous avez vu, il y a des associations catholiques qui ont fait interdire, par exemple, une campagne de publicité qui reprenait la scène. Oui, mais alors écoutez, dernièrement, j'ai vu dans un journal, dans les kiosques, que le pape avait 2 femmes, n'importe quoi. Oui, non, mais ça, c'est un journal... Je sais que c'est une blague. Un journal satirique, bon, mais ça, il n'aurait pas osé faire ça avec le grand imam ou le grand rabbin. Sûrement pas. Vous en avez après Chirac aussi, hein. Vous dites que Gribouille Ier règne à l'Élysée. Alors, en fait, Gribouille, parce qu'il a dissous l'Assemblée pour pas se mouiller, c'est ça? Ben voilà, oui. Pour pas perdre les élections. Il est tombé dans le bain, oui. Vous dites que c'est le champion du lieu commun et du parler pour rien dire. Donc vous êtes d'accord avec les Guignols là-dessus? Ah ben complètement. Ça, écoutez, je suis d'accord avec les 50 millions de Français. Oui. Vous dites la grande campagne de crétinisation est en route et quand on aura crétinisé tout le monde, ce sera plus facile pour les gouvernements de diriger les gouvernés.
Oui, c'est-à-dire en même temps, ils pourront élire des crétins plutôt de préférence. Enfin, c'est déjà pas mal. Alors, dans votre jeunesse, vous dites, j'ai combattu, j'étais un grand combattant des causes perdues, jusqu'à ce que vous partiez pour les îles, en fait, en vous disant un peu, bon, ben voilà, il n'y a aucune raison de se battre pour ce pays. Vous avez été... C'est pas vraiment du tout pour des raisons politiques. C'est parce que j'aime la littérature. Et j'ai été intéressé par la littérature portugaise. Je suis allé m'installer au Portugal pendant 2 ans. Ensuite, j'avais très envie de connaître la Grèce parce que j'ai fait des études gréco-latines. Et puis de connaître l'atmosphère de la Grèce. C'est notre l'Irlande à cause de Joyce. C'est notre mère à tous. Ensuite, j'étais fasciné par le théâtre irlandais, par Joyce, par Yeats, par tous ces poètes irlandais. Et j'ai voulu aller vivre dans les pays où ils avaient... créé et pas tous vécu parce que beaucoup en étaient sortis. Et l'Irlande est resté mon dernier choix parce que c'est un pays admirable qui prouve actuellement par sa création, par sa force de création extraordinaire, par le cinéma, le roman, la poésie, le théâtre, que c'est probablement un des premiers pays du monde. Alors au retour, si on peut dire, parce que vous veniez souvent à Paris, mais enfin là maintenant, vous trouvez que ça va toujours aussi mal, quoi, en fait. C'est-à-dire que votre exil volontaire, finalement, n'enlève rien à votre souffrance quand vous revenez. Non, ça me fait plutôt un peu sourire. Et puis, vous savez, je viens parce que je suis à l'académie, alors je viens quand même assister. De temps à autre, je viens bosser. Alors, vous dites, je suis ni de droite ni de gauche, je me suis réfugié dans l'utopie monarchie. C'est-à-dire que dans vos jeunes années, la monarchie était encore quelque chose de possible. Oui. On dit souvent, si le comte de Paris était parti à Londres en 40, peut-être que, etc. Il y avait encore une possibilité. Aujourd'hui, c'est pour vous une utopie. Vous pensez pas possible une restauration monarchique en France? Je la vois difficilement. D'abord, il faudrait avoir véritablement un prétendant, le jeune Bourbon d'Espagne. Ah non, vous êtes là, vous êtes du bon côté. Il y a 2 choses, il faut le dire, sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec Maurras, dont vous avez été secrétaire de rédaction de l'AF, de l'Action française à Lyon à l'époque, quoi. Il y a 2 choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec Maurras, c'est l'antisémitisme et l'orléanisme, puisque Maurras préférait le comte de Paris, les Orléans. Mais le fait qu'il y ait eu des républiques dans l'Antiquité peut laisser présager qu'il y ait des monarchies dans l'avenir, non? Oui, mais toutes les républiques finissent par une dictature, n'est-ce pas? Et bon, c'est ça qu'il faut éviter, à mon sens. Oui. La révolution de 89 a fini par une dictature. 15 ans de Napoléon, c'était pas mal. Pas mal. Je vous remercie beaucoup. Écoutez, voilà, vous voyez qu'un quart d'heure, c'est rapide. Je rappelle le titre de votre livre, donc Madame Rose, Michel Déon, chez Albin Michel. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bienvenue en France, bienvenue chez Rive Droite Rive Gauche. Alors Gadjo Dilo, donc ça a beaucoup de succès, hein. Ça marche très très bien, le bouche à oreille est excellent et en plus les entrées sont bonnes. Alors c'est un film sur la liberté, incarné par les Tziganes. Vous êtes avec Romain Duris, hein, qui joue Stéphane, vous jouez Sabina, et on va raconter un peu l'histoire après, mais d'abord on va regarder un extrait pour voir un petit peu l'ambiance du film. J'aime. À Belgique. Ah? Danser. Toi, aller en Belgique? Toute seule? Ton Rome, ton mari? Danser. Il est resté là-bas, lui. Stéphane, moi. J'ai pas compris. Moi, Stéphane, toi. Sabina. Voilà, Gadjo Dilo, donc de notre ami Gatliff, Tony Gatliff, avec Romain Duris et puis Renard Hartner. Il est beau, hein, Romain Duris, hein. C'était pas difficile pendant le tournage de ne pas craquer? J'ai eu un choc quand je l'ai connu. Il est très très beau. Il est vachement beau. Il était pour moi une vedette, quoi. Tu vois? Mais aussi les Tziganes de là-bas, ils sont aussi beaux. Ouais. Alors c'était une concurrence de mecs beaux par là, c'était une folie. Oh là là, c'était très dur ce tournage. Tu peux avoir un choc cardiaque, quoi. Alors, c'est l'histoire donc de Romain Duris, enfin Stéphane, qui va en Roumanie pour retrouver une chanteuse inconnue, parce qu'il a une cassette que son père a entendue pendant toute la fin de sa vie, qui s'appelle Nora Luca. Il essaye de retrouver la chanteuse, voilà. Et il arrive dans un village, il est reçu
comme les gitans sont reçus souvent dans les autres pays, c'est-à-dire qu'on le traite de voleur de poules et qu'on on se demande si c'est pas... Il est la minorité là-bas. Oui, là-bas il est la minorité. Oui, les Français deviennent la minorité. Il arrive comme un gitan chez les gitans. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est très rigolo. Il se fait engueuler parce qu'il nettoie sa maison. Enfin, c'est que des conneries. Voilà, toutes les mœurs à l'envers. Et il rencontre Sabina que vous interprétez. Alors, vous êtes un peu différente par rapport aux autres filles du village. Expliquez-nous votre personnage. Alors, on dira qu'elle est une fille évoluée. Alors, une fille qui pète les plombs et qui veut être indépendante. Mais elle est en plus, mais elle est considérée pute là-bas. Parce que elle a abandonné son mari, alors elle peut se coucher avec qui elle veut. Elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut se maquiller, elle est la seule un peu maquillée, quoi, mais pas beaucoup. Elle peut faire des conneries que les autres ne font pas. Oui, parce que son mari était... En fait, elle habitait en Belgique avec son mari, elle a abandonné son mari en Belgique, elle est revenue en Roumanie, c'est ça en fait. Oui. C'est une marginale par rapport aux autres, quoi, on peut dire. Oui. Ça, c'est un truc qui Tony Gatliff, je vois qu'il avait besoin de beaucoup de films sur les tziganes pour le montrer ce secret, que aussi les tziganes, ils ont un côté d'exclusion, quoi, pour les femmes qui exagèrent et qui font n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux être exclu dans ta famille, quoi. Mais ça, c'est un des secrets qui lui le relève avec ce film, parce qu'il a beaucoup de choses dans les relations amoureuses, des choses comme ça, avec des gros mots, avec les rapports, vraiment... leur côté un peu, on dira racisme, c'est de rien, contre les Français, la concurrence. C'est gentiment xénophobe, disons, contre les Français. Oui. Alors, au début, donc, votre personnage, au début, Sabina, parle pas tellement. Hein. Au début, elle est plutôt muette, elle regarde tout ça. Et puis après, évidemment, une relation se noue entre eux, entre Stéphane et elle. Et alors, il y a une scène qui est quand même une des scènes les plus torrides que j'ai jamais vues au cinéma. Je dois dire que c'est cette scène où vous êtes tous les deux, et puis il y a un souffle. Lui, il a un souffle rauque, et vous aussi. Et à un moment, vous le regardez avec des yeux incroyables, et vous lui dites « mange-moi la chatte ». Et j'avoue que j'ai eu un début d'érection. Non, c'est vrai, en voyant cette scène, c'est très très haute, quoi. Et lui dit « mange-moi la bite ». Et regardez-moi comme vous le regardez quand vous lui dites ça. Ne le dites pas parce qu'on est à la télévision, on ne pouvait pas le dire, mais regardez-moi. Vous l'avez déjà dit. Ah oui, je l'ai dit. Vous l'avez déjà répété. Vous avez vraiment un drôle de regard. Vous dites des choses comme ça dans la vie, vous? Non. C'est dans le film, ça, non? Vous croyez que non? Je sais pas. La vérité, honnêtement, je sais pas. Je dis, alors... Non, mais vous pensez même j'écris aussi des poésies, quoi, comme ça pour m'amuser. Même les poésies, ils sont insensés, grossiers. Je crois que jamais je vais voir les... Parce qu'ils sont crus, quoi. Comme ça, je pense, comme ça, je dis. Pour moi, c'est... Mais vous croyez que c'est important, avant l'amour, de dire des mots comme ça chauffe le partenaire et ça... Ça chauffe aussi toi-même. Et ça enlève beaucoup d'inhibitions. Et des complexes, des choses comme ça. Et c'est comme... moi, j'étais hippiote et j'allais à la plage nudiste, comme ça, normal. Et alors, c'est la même chose. C'est comme être nu toute la journée. Te balader nu et dire qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que ça sort. Et ça, c'est une sorte d'exorcisme qu'ils font les tziganes. Parce que pour eux, prononcer tous ces trucs-là, ils font que, dès quand ils sont petits, dès quand ils ont 5 ans, font qu'ils n'ont pas de complexe. Quand ils vont se marier vers 12, 13 ans, ils se marient. 12, 13 ans. Ils sont choisis ensemble par beauté, par fortune, par choses comme ça, comme ça s'appelle pas fortune, argent, quoi. Comme ça, ils sont choisis. Et après, vers 12, 13 ans, ils se marient. Et à 15 ans, ils ont déjà 3 enfants. Et ils sont géniaux, mais à 12 ans, ça veut dire qu'ils savent tout. Comment ils savent? Parce qu'ils parlent, parce que c'est une éducation un peu libre, comme ça, sexuelle, exorciste. Mais au début du film, quand ils marchent sur la route, Stéphane, et puis qu'ils croisent pour la première fois les filles dans la charrette, elles lui disent déjà des trucs comme ça, quoi. Oui, parce que ça s'est passé quand j'ai rencontré Tony Gatliff à Roumanie. Lui, il a fait un casting tranquille, classique, avec une caméra, par quelqu'un. Et après, il est venu en Roumanie de voir vraiment s'il a choisi bien moi, après cette cassette. Et il m'a trouvé, après 5 jours, c'était une anti-histoire. Tout le monde cachait Tony Gatliff pour lui mettre une autre actrice. Lui, je me cherchais, moi. Mais où c'est l'autre? Je l'avais vue sur la cassette à Paris. Oui, elle est morte, elle est disparue, elle ne veut pas jouer. Ils ont dit n'importe quoi. Moi, je le trouve quand même. Et on a fait un casting de 7 heures. Et au bout de 7 heures, après, j'avais dit tout. Qu'est-ce que j'ai mangé dans ma vie, tout. Qu'est-ce que j'ai appris, tout le Prévert, Cléopâtre, Shakespeare, Racine, je sais pas quoi. N'importe quoi. Un roman normal. Dans une hall d'hôtel, je lui avais chanté cette mélodie
que je le savais. Et lui, il a dit « Ah, c'est super, ça c'est le rythme des films, qu'est-ce que ça va te dire ?» Alors, on avait 2 traducteurs, ils ont fait toutes les couleurs de arc-en-ciel comme ça. Vert, ils ont traduit et il m'a dit « Mais tu te barres, je crois, tu me dis, morde la chaîne, morde la chatte. » C'est formidable, Ronan, je vous dis, moi. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, vous étiez la Roumaine la plus célèbre de France. En fait, il y en avait une autre. Vous m'avez adoptée? On en avait une autre, mais malheureusement, je crois qu'elle a disparu maintenant, qui s'appelle Elvire Popescu. Vous vous souvenez quand même? Vous voyez qui c'est, Elvire Popescu? Mais ouais. C'est formidable, hein. C'est une espèce comme ça, roumaine, quoi. Ouais. Alors vous êtes roumaine, donc, mais pas gitane, hein. Pas de tzigane, donc vous êtes roumaine. Votre père était juif allemand ou juif autrichien, votre mère était grecque arménienne. Quand vous étiez en Roumanie, avant de tourner le film avec Tony Gatliff, quelle était votre attitude par rapport aux tziganes? Est-ce que les Roumains sont... Quelle est l'attitude des Roumains par rapport à ces gens-là? Roumanie, c'est un pays très original. Mais vraiment, je vous dis. C'est-à-dire que maintenant, je peux aimer les tziganes et tout à l'heure, si moi, je vois quelqu'un qui me fait, je sais pas, une connerie, il me regarde, je sais pas, je lui dis ta gueule. Vous voyez, on a des explosions comme ça quoi. Alors, on marche avec les instants. Vous êtes un mélange, oui. Moi, au fond de moi, j'adore les tziganes parce qu'ils ont un côté très vrai, très fort. Ils aiment l'amour, pour moi, ils représentent une société qui est en train de disparaître, la société d'être ensemble, quoi. Dont on a beaucoup à apprendre, parce que quand on voit le film, on envie, enfin nous en tous les cas, Français, Parisiens, on envie cette espèce de liberté, de possibilité de se mettre à danser comme ça, de chanter. Alors, vos parents étaient quand même d'une bonne famille, ils étaient un peu bohèmes, un peu baroques, mais d'une famille assez aisée quand même, et ils ont beaucoup souffert du communisme, en fait, c'est-à-dire que en 1983, vous avez été envoyé en banlieue, vous avez quitté une belle maison que vous aviez, j'imagine, à Bucarest. Mais qui va vous dire? Je sais tout, moi. Vous savez tout. Je te jure. Oui, donc, vous êtes obligé d'être parti en banlieue. Et votre grand-mère, vous dites que votre grand-mère et le chien sont devenus fous, non? Oui, alors, je vais vous dire que c'est pourquoi je crois que je suis très, très attachée de Paris, parce que... faites gaffe, en France, il y a des communistes, il y a le parti communiste ici, ça existe toujours, en France. Moi, j'ai un peu une sorte d'allergie quand j'écoute les communistes. Ouais, je comprends, après ce que vous êtes arrivé, oui. Ils m'ont fait assez de conneries, quoi. Mais je ne sais pas, possible qu'ici ils sont d'autres façons, mais je comprends pas. Ils sont moins puissants que Ceausescu, rassurez-vous. Ah, ça c'est bien. Alors, on avait, Roumanie, mon quartier, à Bucarest, c'était exactement comme c'est le 5e je sais, arrondissement. Oui, vous voyez, le 5e, tout à fait. Comme ça, c'était un peu près. Oui. Et là-bas, maintenant, ils sont des HLM et des routes... ils ont tout rasé? Oui, ils sont des routes paranoïaques comme ça, grandes. Ils ont rasé des vieilles maisons pour... pour mettre ça. Et alors, quand tu viens à Paris, c'est le premier choc que tu as. Tu dis, c'est pas vrai, ça c'est mon Bucarest. Et quand j'étais petite... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est plus comme ça? Ceausescu, pour faire cette espèce de grande bâtisse, là, je ne sais pas comment son château, il avait cassé des églises orthodoxes magnifiques, etc. Et là-bas, c'était le quartier juif. Et moi, j'avais aussi un peu plus... Il faut qu'on se dépêche, parce que ici, c'est une émission, on a le temps, mais malgré tout... Ah oui, vous dites que vous entendez les 3 syllabes du mot communiste, vous crachez par terre. Hein. J'ai fait une allergie, quoi. Hein? J'ai fait une allergie. Bah oui, non, mais ça se comprend. Hein. Donc d'ailleurs, vous aviez commencé un film à une époque et vous avez été chassé pour la fille d'un dignitaire communiste avait pris votre place dans le film. C'était vraiment un régime. Ça, c'était ma première fois quand j'étais déçue sur ce truc, mais je croyais qu'après, avec la musique, je vais donner le boom. Et après la Révolution, j'ai recommencé le théâtre parce que je croyais vraiment... Après 89, vous avez recommencé le théâtre après la Révolution. Vous êtes devenue, alors Gatliff dit que vous êtes la Nina Hagen roumaine. Moi, je vais vous dire, je trouve beaucoup plus jolie que Nina Hagen. Mais elle a un côté étrange pour moi. Je ne sais pas, Nina Hagen, je crois qu'en Roumanie, j'étais comparée beaucoup de temps avec Joséphine Baker. Ouais. Enfin, vous êtes une sorte de... En Roumanie, vous êtes célèbre en Roumanie. Vous êtes une sorte de passionnariat de l'underground, quoi. Vous avez fait pas mal de groupes de rock, vous avez chanté sur scène, vous avez fait des films de vampires aussi avec des productions américaines. Ils vont tourner là-bas, les films de vampires, c'est moins cher. Oui, c'est clair, ça c'est une raison. Mais c'est vrai que mon premier film, c'était un film de vampires, je me combattais avec eux. Et le combattant, c'était mon professeur, qui après, il m'a haï parce que j'avais rôle principal, lui, il avait n'importe quoi. Et c'est toujours comme ça, si tu fais du cinéma, tu peux pas faire du théâtre. Si tu fais de la musique, tu n'as pas le droit de faire du cinéma.
cinéma. Et alors, je ne sais pas comment je l'ai fait. Je faisais comme Napoléon, je faisais 5 choses en même temps. C'est vrai, Rona, qu'avant le casting avec Tony Gatliff, vous avez vu votre avenir dans du marc de café, c'est vrai ça? Vous avez vu dans le marc de café un petit cochon qui signifie l'argent et un lion et oui, une tour j'avais vu Eiffel. première chose, j'ai vu la figure de Tony Gatliff. Oui. C'est comme ça que je le repérais. Et c'était pas moi, c'était ma copine Tamara qui l'a repéré. Ouais. Et dans le café, quand tout le monde le cachait, elle ne voulait pas me donner ses coordonnées pour que je le rencontre pour le casting. Et alors, comme ça, elle a fait, toi, tu es le metteur en scène que tu vas prendre on a dans le film. Et alors, c'était comme ça. J'ai vu un tour Eiffel. C'est génial. Alors, Est-ce que vous, Tamara, vous savez lire dans le marc de café, non? Moi, je sais aussi voir. Bah, vous me le ferez alors, hein? Je vous promets. Ouais. Dites-moi, alors je vois que vous avez une croix autour du cou parce que vous avez fait une tournée de toutes les églises, alors orthodoxes, musulmans, catholiques. Et vous avez choisi catholique parce que le curé vous a dit dans la religion catholique on peut aussi croire en soi en plus de Dieu, c'est pour ça? Ouais, et il faut croire en quelque chose. Ouais. Et moi, je crois dans ma étoile. Ah, vous avez raison. Hein. Oui, c'est le don de Dieu. Mais il ça se voit s'occupe tout de de ça. suite. Ouais. Moi, je peux rien faire. Ah, vous en êtes remis à Dieu maintenant, ouais. Oui. Bon, mais je vous remercie. Écoutez, j'étais ravi de vous connaître. En tous les cas, je peux encourager tout le monde à aller voir le film de Tony Gatliff. C'est vraiment un plaisir. Et à très bientôt, je suis sûr. À très bientôt. Salut, Rona. Ciao. Ciao. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on fait petit CV en vitesse. Hein. Jean-Marie Goriot, Harakiri, Charlie Hebdo, auteur des Guignols. Bref de comptoir, donc c'est 12e depuis 12 ans. Et les nuls. Et les nuls. Auteur des nuls. Et les nuls, auteur des nuls aussi. Alors, bref de comptoir, ça va s'arrêter en l'an 2000, c'est vrai? Oui, j'arrête en l'an 2000. Donc, il y en a encore 2 à venir. 1999, minuit, c'est terminé, je n'écoute plus rien. Vous Oui, avez, encore 2. Vous avez une autre idée après pour... non? Non, pas j'irai encore. dans les bistrots et j'écouterai rien. Ça va être impossible, je suis sûr. J'y arriverai pas. Bon, qui ont été donc les brefs de comptoir qui ont été adaptés au théâtre par Jean-Michel Ribes. Alors vous avez publié ici un truc quand même, vous avez publié un album avec Villemain qui s'appelle Hitler égale SS, qui a été retiré de la En vente. 87. Oui, il y a eu on a eu un procès et tout ça. Pourquoi? C'est les anciens nazis parce que vous traitiez Hitler de SS, non? Oui, non, c'était de l'humour sur les camps de concentration. Ouais. Alors évidemment, on allait très très loin. C'était un album de BD très provo. Ouais. Et ça a été assez mal compris. Et puis on a préféré le retirer. Et voilà. Alors là, c'est votre 5e roman. Je le montre à la caméra, hein, comme on fait à la télé. Voilà. Ça s'appelle Chute. C'est chez Julliard. Hein. Alors l'histoire est assez drôle. C'est l'histoire d'un type qui est para, qui est un type assez simple, d'un univers, d'un milieu relativement prolétaire, et qui, pour séduire une bibliothécaire qui s'appelle Mathilde, fait semblant de lire des livres, en gros. C'est ça. C'est ça l'histoire. Il la voit dans un parc, elle est splendide, il la voit, et puis il voit que c'est une jeune fille en train de lire. Donc le meilleur moyen de séduire une jeune fille en train de lire, c'est d'être aussi belle qu'elle, et donc il va essayer de la séduire en faisant semblant de bouquiner. Voilà, alors il a une approche pascalienne, c'est-à-dire c'est mets-toi à genoux, prie et tu croiras. Ouais. Là c'est pareil, il prend des livres, il les regarde, il les touche, il essaie de comprendre, il essaye de comprendre, il tourne autour. Hein, c'est ça. Et il les renifle. Oui, il les fait. Il y a un côté animal, il sent le papier, il touche le papier, il laisse tomber le bouquin, il le reprend. C'est un objet. Très sensuel, c'est-à-dire l'odeur du papier, l'odeur de la colle. L'odeur du savoir. L'odeur du savoir. Oui, et alors c'est un peu un roman dont le livre, en fait, est le héros, quoi. C'est ça. Hein. C'est vraiment, tout se passe autour des livres. Mais il y a aussi votre histoire personnelle, j'imagine. Enfin, je ne sais pas, c'est celle d'un gamin des rues, disons, dont la mère est décédée, dont le père est un peu bourru. On dirait un peu le père de Julien Sorel. Moi, milieu populaire, évidemment, où les bouquins, ils servaient plus à décorer les murs, comme l'encyclopédie universaliste, on en avait 21 volumes à la maison. Oui, c'est ça. Alors là, il y a 1,20 m d'encyclopédie universitaire du savoir. Pour épater les voisins. Hein, et puis, on va en parler après. C'est le Donc, père, la mère, dans le bouquin, la mère est morte en s'avançant dans la mer à Mimizan. Et il y a une très belle chose. Elle s'est noyée. Il y a une très belle chose. Elle avait laissé une plume de mouette. Oui, c'est ça. Elle était en train de bouquiner les 1275 âmes de Jim Thompson, qui est un très beau polar. Elle était en train de le lire. Tout d'un coup, elle arrête de lire. Elle prend une plume de mouette qu'elle glisse dans le roman policier. Elle ferme le roman policier. Elle le pose sur le sable. Elle va se baigner. Elle se noie. Le père est fou furieux. Il est fou de rage parce que le père dit c'est le livre qui a tué ma femme. Oui, d'ici la page 27, avait été mieux. Elle aurait continué à lire et elle ne serait pas allée se baigner. Elle serait pas morte. Elle serait avec nous. Et voilà. Donc finalement, le père va arrêter de lire dans sa vie, même le journal et tout, parce qu'il en veut au livre d'avoir tué sa femme. Et finalement, une fois que le fils va rencontrer cette bibliothécaire, va rencontrer Mathilde, ça va remettre un peu l'amour en route dans la maison, grâce aux petits bouquins qui vont revenir. Et le père se remettra à la lecture aussi, parce qu'il va chercher, le père, cette fameuse page 27 qui aurait pu sauver sa femme. Quelle est la page 27 sublime de quel livre sublime
que ma femme n'aurait pas abandonné. Et donc, quelle page 27 aurait sauvé mon amour? C'est un livre, votre roman est très étonnant. Alors, ça commence effectivement à la maison avec les 1,20 m de l'encyclopédie universitaire du savoir. Et il y a le Reader Digest. Alors, le Reader Digest, oui. Les sélections, on appelait ça. Dans les cabinets. Dans les cabinets, et il dit, même avec tous nos cacas, même avec ceux de Noël, on n'arrivera jamais à finir. Non, c'était pas pour lire. D'abord, c'est des livres pour feuilleter. Dans le cabinet, puis on les feuillette. Et puis, c'est compliqué parce qu'il y a plein d'auteurs inconnus. Et puis, comme c'est pas des livres en entier, c'est pas la peine de les lire, il y a déjà des sélections dedans. Ce qui est très important, c'est que tous les livres s'alignent. Donc, on a une étagère dans les cabinets où il n'y a pas un livre qui dépasse. Et ça, c'est déjà magique. Alors, il y a un rapport, on disait, très sensuel au livre, et ça commence dès le début, parce que quand il voit Mathilde dans le parc de Nérac en train de lire le bouquin, il dit sa langue rose sortait et mouillait le bout de son doigt, comme ça. Hein, et les jeunes filles comme ça qui sont qui pollinisent comme ça les coins des pages. C'est déjà très sexy, ça. Donc, il l'observe, exactement. Ouais. Alors, il n'y a pas... Les livres, les titres de livres dans votre roman ne sont pas entre guillemets. Alors, je me demandais pourquoi, puis à un moment, il y a un truc formidable, c'est qu'elle ramasse le savon, ils sont au pressing, elle ramasse le savon de Ponge, le livre de Ponge, et il y a juste la majuscule, S majuscule, mais d'un seul coup, le livre fait vraiment partie du monde, parce qu'elle ramasse le savon comme si c'était du savon. Voilà, c'est ça, c'est un objet. C'est un objet. Voilà, c'est un objet, c'est-à-dire que un bouquin, le ventre de Paris, c'est un livre, c'est un objet qui traîne là. Voilà. Donc, les livres ont c'est la présence physique des livres qui oblige à enlever cette espèce de... Il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de différence. Voilà. Le guillemet enlève le livre du monde physique pour le mettre dans le monde des idées. Pour eux, les bouquins, c'est sans guillemets, c'est le monde des choses, c'est les affaires. Comme quand on va à la plage et dit... Tu as bien rangé tes affaires. Les affaires, c'est quoi alors? C'est la serviette pour s'essuyer, c'est le truc sur la tête pour pas avoir l'insolation, c'est la gourde bien fraîche, et c'est le livre, c'est les affaires. Le livre étant une affaire comme les autres affaires. Vous parlez de l'hôpital aussi, on arrive avec des magazines et on ressort avec des livres épais comme ça. Selon la maladie. Alors, il y a des histoires formidables dans votre bouquin. Il y a d'abord quand ils découvrent l'amour, évidemment, ils découvrent Aragon et les yeux d'Elsa en décollant, parce qu'ils font l'amour, il faut dire, avec la bibliothèque, dans une partie de la bibliothèque, où on répare les livres. Voilà, dans une salle derrière qui s'appelle la source, où ils réparent tous les bouquins déchirés. Alors, il découvre en décollant les yeux d'Elsa des fesses de Mathilde. Hein. Alors, il y a un moment aussi, il est à poil, et il y a son sexe qui est dressé comme ça, évidemment, sur Cyrano. Oui, il est en train de lire à poil dans la cuisine. Elle est en train de se laver les cheveux, Mathilde. Il est dans la cuisine et il dit, putain, elle adorerait me voir nu en train de lire. Et donc, il est en train de bouquiner, mais il pense à elle, et puis il est en train de bander comme un... Il bande comme... Alors, il dit, oui, mon sexe comme un roc, comme un pic, comme un cap, une péninsule, etc. Il est devant son livre comme un con, il a du mal à se concentrer sur Il y a l'histoire du poil du cul sur les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau aussi. C'est ça, parce qu'il laisse des traces sur les livres quand ils font l'amour, et tout d'un coup, il y a un poil de cul comme ça qui change complètement la phrase, parce qu'il y a un problème de ponctuation. Ça fait une virgule. Et donc, il y a une dame qui ramène les rêveries du promeneur solitaire en disant, regardez, et effectivement, on sent que l'esprit de Rousseau n'est pas tout à fait le même dans la phrase à cause de cette virgule inattendue. Il y a des moments, il y a aussi une course de lecture dans le Paris-Nantes, dans le train Paris-Nantes, où le narrateur et puis un autre frimeur, ils sont en train de faire une course pour celui qui lit le plus vite. C'est ça, il fait le malin. Bah oui, donc il fait semblant de lire. Et tout d'un coup, en face de lui, il y a quelqu'un qui est en train de lire le même Proust que lui, ça c'est rare, donc il monte un peu, il en est à peu près par page 15, lui il est page 15. L'autre il tourne la page, il dit attends tu vois mon pote. Alors il tourne la page aussi, l'autre il tourne, il se rend compte, il dit mais c'est pas possible, il est comme moi, il fait semblant. Et effectivement à la fin, ils arrivent à Nantes, et il a fait semblant de lire 340 pages de Proust, qui est déjà une performance. Alors, combien faut-il lire de livres pour être cultivé? Ça, c'est sa grande question, pour être plein de culture, quoi. Il ne sait pas, peut-être qu'il en faut qu'un, peut-être qu'il en faut 1000, peut-être qu'il en faut 10 000. Je ne sais pas. Et combien il faut lire combien de temps pour être intelligent? Et est-ce qu'on sent le moment où on devient cultivé? C'est-à-dire que si on est con à 14 livres, est-ce qu'on est cultivé au 15e? Alors dans ce cas-là, on en lit 15 et puis on arrête, parce que si on est cultivé au 15e, le 16e, est-ce qu'il sert à quelque chose? Il sert à rien. Alors c'est un milieu aussi, c'est un milieu très, très populaire, où on dit t'abîmes pas les yeux à lire ça. Moi je me souviens, ma grand-mère me disait toujours, tu vas te fatiguer le cerveau. Quand elle me voyait lire, elle me disait toujours, tu vas te fatiguer le cerveau, comme ça. Donc c'est des gens, une espèce d'attitude un peu... C'est ça, et puis tu vas être bossu, et puis mets pas tes pieds l'un sur l'autre, tu te salis les soquettes, et puis avec le doigt, quand on suit avec le doigt, tout d'un coup, si c'est la grand-mère, elle regarde l'ongle, elle dit, dis donc ta mère, elle te fait pas les ongles? Et puis pourquoi tu te manges les petites peaux et tout ça, enfin bon. Alors, ce qui est très rigolo, donc c'est un style quand même, bon, il y a des histoires formidables, c'est un peu touffu le style, si je peux me permettre une critique. Mais elle est très bienvenue. Non, c'est vous qui faites des choses tellement accessibles en général, c'est vrai que la même histoire aurait pu être peut-être plus accessible, il y a un style littéraire qui est un peu touffu. Non, c'est accessible, c'est-à-dire qu'il y a un emportement. Il y a un emportement du personnage autour des livres, alors tout d'un coup, il en veut, il envoie, il voit des milliers de livres, donc il y a un moment, il faut les raconter, ces milliers de livres. Mais la confusion est
et sa façon d'approcher les bouquins. Oui, c'est vu de son point de vue. Alors, il y a des brefs de comptoir dans le livre, évidemment, on ne pouvait pas y échapper. Il y a un type qui dit, le dernier gagnant du loto, le salaud, 15 milliards. Ça, c'est vraiment... Et oui, parce qu'il pense à ça quand il lit Dostoïevski. Ouais. Alors, il a un mal fou à se concentrer sur les possédés, ou je ne sais quoi. Et donc, évidemment, il pense au bus qui passe, et puis il pense au mec qui a gagné 15 milliards au loto, il est fou. Oui, puis alors, quand il lit Dostoïevski, il y a des noisetiers, donc il prend de la crème de noisette. Enfin, il y a des correspondances. Oui, parce qu'il a une sensation, comme ça, il dit, pour être beau avec un livre qui parle de noisetier, c'est peut-être bien de boire une crème de noisette. Donc, il a un comportement extrêmement jouisseur et littéraire très vite, parce qu'il passe par la chair des livres. Il y a aussi un moment, un patron de bistrot qui parle de comment s'écrivent les langues. Alors, de gauche à droite, droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut. Et il y en a un qui dit, si je trouve un mec qui lit le chinois, je lui paye l'apéro. Oui, parce qu'ils s'en foutent, c'est pareil, c'est histoire de discuter. Mais un livre qui arrive au comptoir d'un bistrot change complètement la conversation et le rapport qu'on a avec les potes autour du livre. Alors voilà, ça c'est donc le bref de comptoir qui vient de sortir. Alors bon, il y en a des formidables, on n'a pas le temps. Il y en a une, c'est l'archéologie, elle lui doit une fière chandelle à l'Égypte. Oui, puis il y en a une autre sur l'Égypte. L'Égypte, elle est aussi bien au Louvre que là-bas. Hein. Ouais. Et puis il y a Juliette Binoche, elle est quand même plus Binoche que Juliette. Ouais. Ou sur Mars, parce qu'il y a un petit camion qui roule sur Mars. Alors ils veulent qu'on marche sur Mars, alors qu'on n'arrête pas de prendre la bagnole sur la Terre. Ouais. Et puis il y en a un qui dit aussi, la Lune c'est fini. Ah oui, la Lune, c'est fini. La Lune, c'est fini. Et la meilleure console de jeu, quand t'as 16 ans, c'est la bite. Bon, c'est toujours aussi bien, bravo, parce que 12 ans après, hein, moi, je me suis marré tout seul en le lisant. Et c'est rare. Bon, alors la première que vous aviez notée, vous m'aviez dit ça quand on s'était rencontrés dans Paris dernière, sur cette même chaîne d'ailleurs. La première que vous aviez notée, c'était Harakiri. C'est un mec qui disait toujours les nains. Vous vous en souvenez? Ah oui, les nains, c'est comme les crevettes, t'arraches la tête, il reste plus rien. Voilà, et le mec répétait ça sans arrêt. Il adorait ça, et puis il en avait une autre qui disait souvent, quand les mecs ils étaient un peu comme ça avec la bière à la main, dis donc, tu rêves que tu dors? Ouais. Voilà, c'était ses phrases. Et il les sortait sans arrêt parce qu'il savait qu'elles étaient très efficaces. Et la dernière que vous ayez notée, vous avez votre petit carnet là, non? La dernière que j'ai notée, non. Non, vous n'avez pas votre petit carnet avec vous? Ah, vous bossez moins déjà, hein? Là, je suis un petit peu, je vais un peu moins au bistrot. Si j'avais passé la journée au bistrot, vous m'auriez engueulé. Oui. Quoique vous ne buvez pas beaucoup. Je fais attention. Ouais, faites attention. Mais en même temps, vous dites que quand vous n'allez pas au bistrot de la journée, vous avez l'impression d'avoir rien foutu, quoi. Il me manque, oui, il me manque une musique, il me manque une odeur, il me manque une présence, il me manque, même s'il y a personne dans le café, si je suis le seul, je me manque. Alors, il y a les bons bistrots, hein, ceux aux portes de Paris, parce qu'il y a du passage, il y a de l'aller-retour. Populaire. Et puis il y a les bons clients. Alors comment vous reconnaissez les bons clients, ceux auxquels il faut prêter l'oreille? Au coude. Ouais, le coude un peu usé comme ça. Le sucre, ça colle, ça brille. Ah oui, d'accord. Ça fait des petits cristaux ici. Ouais, et puis il y a ceux aussi qui disent je viens pour 5 minutes et puis qui et puis sont encore là 5 heures après. Et puis il y a la place, parce qu'il y a des vrais jouisseurs. On sait, il y a des gens qui rentrent pour la première fois dans un café, et ils se mettent exactement à l'emplacement, comme les chiens qui tournent un peu comme ça, et puis qui se calent dans le fauteuil exactement où il fallait se caler. Donc le client, il vient là, et puis il vient juste au petit bout, où on voit tout. À l'emplacement, on mettait les bottins avant, ou le distributeur de cacahuètes. Lui, alors là, s'il se met là tout seul, c'est un pro. Ben nous, on était là pour un quart d'heure, et ça fait un quart d'heure. Ça y est? Oui, vous voyez que ça passe vite. Ça passe vite. Ouais, on était bien, on rigolait bien. Donc je rappelle, le titre du bouquin, c'est Chute, c'est Jean-Marie Goriot, chez Julliard, c'est excellent. Et puis Bref de comptoir, chez Michel Lafon, donc ça c'est toujours très drôle. Merci beaucoup. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.